Bonjour à tous. On va discuter ensemble du VRS dans tous ses états, mais surtout les stratégies de prévention. Et puis, si on a le temps, de parler également d'autres stratégies de prévention pour les maladies à prévention vaccinale qui sont inclus dans le calendrier 2025-2026. Donc, d'abord, on va rappeler rapidement le poids du VRS en France et puis la révolution qu'on a vécue là sur les 2 dernières années en pédiatrie, avec d'une part l'implémentation de l'anticorps monoclonal chez les nourrissons de moins d'un an avec le nirsevimab, et puis l'année suivante avec l'implémentation de la vaccination maternelle pendant la grossesse, la Brisvau. Et on finira par les modalités pratiques avec un retour sur la saison 2024-2025 et puis la saison surtout à venir. Donc, le VRS, c'est un virus que vous connaissez bien, c'est un virus ARN à tropisme respiratoire qui est à l'origine de 80% des bronchiolites à VRS chez le nourrisson et qui a cette particularité avec son enveloppe d'être très résistant dans l'environnement. Et en fait, on trouve deux sous-types, le sous-type A et le sous-type B, qui peuvent en fait coexister au sein d'une même saison épidémique. Par contre, ces 2 sous-types ont, une protéine en commun, la protéine F de liaison, qui permet l'adhérence, du virus aux, cellules du système respiratoire et donc l'infection, de ces cellules par le VRS. En fait, l'immunité conférée, elle est faible d'environ 2 mois et ce qui fait que les enfants peuvent se réinfecter au cours d'une même saison épidémique. Donc, on va surtout se concentrer sur la bronchiolite chez les moins de 2 ans, mais bien sûr, l'impact du VRS a été montré, à tous les âges. La bronchiolite, qu'est-ce que c'est? C'est la première dyspnée, fébrile, enfin dyspnée sifflante avant l'âge de 2 ans, qui est surtout viro-induite, on l'a dit 80 AVRS, mais les autres virus à tropisme respiratoire peuvent donner des bronchiolites et on estime que 30 des nourrissons vont présenter chaque hiver une bronchiolite. Parmi ces nourrissons, il y en a un tiers environ qui vont passer aux urgences pédiatriques, 1 à 5 en fonction des régions qui vont être hospitalisés, et puis moins de 1 qui vont être hospitalisés en soins intensifs, réanimation, et maintenant les décès sont vraiment exceptionnels. Pour autant, on a des études qui ont bien montré maintenant que le VRS faisait le lit des surinfections bactériennes, et notamment avec certains sérotypes à pneumocoques favorisaient des pneumopathies à pneumocoques et des otites également. Et puis, il fait le lit aussi de pathologies respiratoires chroniques, notamment l'asthme. Et il y a des études là qui ont bien montré que le fait d'être hospitalisé très jeune pour une bronchiolite AVRS est un facteur de risque de faire un asthme plus tard dans l'enfance. Donc ça, c'est une planche qui est un peu, qui date un peu, une étude qui reprenait le nombre d'hospitalisations, entre 2010 et 2018 pour les hospitalisations liées au VRS, tout âge confondu, et vous voyez que 2 tiers concernaient des enfants, de moins d'1 an et un tiers avaient moins de 3 mois. Et quand on regarde, le petit camembert, on voit qu'on parle beaucoup des enfants, nés prématurés qui sont à risque de faire des bronchiolites, mais finalement 90 des enfants qui étaient hospitalisés étaient quand même nés à terme. Donc il faut pouvoir protéger aussi, ces enfants-là. Et puis, cette étude, elle montrait également que oui, naître, pendant la saison épidémique du VRS, c'est un facteur de risque d'être hospitalisé puisque ça concernait 55 des enfants hospitalisés. Mais, être né dans les quelques mois qui ont précédé la saison épidémique, c'est aussi un risque et ça représentait 45 des enfants. Et c'est la planche, de Santé publique France, qui reprenait le nombre d'hospitalisations suite au passage aux urgences pour les bronchiolites chez le moins de 2 ans, et vous avez vu le pic qu'on a vécu, en 2022-2023, un hiver très compliqué où là, on a explosé, les taux, d'hospitalisation. Alors 75 000 passages aux urgences pédiatriques contre environ 35 000, les années précédentes, et 27 000 hospitalisations contre environ, en moyenne, 13 000 hospitalisations par an. Mais ça, c'était avant, puisque le nirsevimab est arrivé pour l'hiver 2023-2024. Et puis l'hiver dernier, on a vu aussi l'implémentation de la vaccination maternelle. Donc, on va discuter successivement. Alors, en 2022, on n'avait pas rien comme moyen de prévention à disposition. On avait les mesures barrières qui
qui ont bien montré leur efficacité, hein, pendant la pandémie Covid. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie de revivre un confinement chaque hiver. Et puis, il y avait aussi un anticorps monoclonal qui existe depuis 1999, qui marche plutôt bien, hein, qui diminue de moitié en fait, le risque d'hospitalisation pour les bronchiolites à VRS, mais il a le défaut d'avoir une demi-vie qui est courte, hein, 3 semaines. Et donc finalement, pour passer à travers les hospitalisations pour une bronchiolite à VRS, il faut avoir 5 injections en moyenne par saison. Donc c'est c'est en plus un produit qui coûte assez cher, donc les indications sont limitées. Et vous voyez, le Synagis, il est surtout réservé aux prématurés, extrêmes préma, les grands prématurés avec une pathologie respiratoire chronique, et puis les enfants qui ont d'autres comorbidités comme des cardiopathies congénitales, mucoviscidose, etc. Et comme je vous disais, en 2023, le nirsevimab est arrivé. Vous commencez à connaître aussi ce produit, mais on va faire un petit rappel. C'est un anticorps monoclonal recombinant humain qui est dirigé contre la protéine F sous sa forme de préfusion, qui est dans les études in vitro aussi bien efficace sur les VRS-A et les VRS-B, et avec une affinité qui est 10 fois supérieure par rapport à celle du palivizumab dont on a parlé précédemment. Cette fois-ci, l'action, elle est aussi plus prolongée avec une demi-vie d'environ 70 jours et une durée d'efficacité de 5 mois. Le principe, ça repose sur une immunisation passive directe avec un pic d'efficacité à partir du 6e jour. En pratique, c'est une injection en intramusculaire avec une solution sucrée ou au sein pour l'effet antalgique pendant l'injection. Il y a 2 couleurs différentes pour ne pas se tromper. Le piston violet qui injecte 50 mg pour les enfants de moins de 5 kg et 100 mg pour les enfants à partir de 5 kg. Aucun problème pour pouvoir le co-administrer avec d'autres vaccins, et on note l'injection à la page 102 du carnet de santé, dans la case immunisation. En fait, il y a notamment 4 études qui ont permis l'accélération et l'implémentation du nirsevimab dans les pays européens et notamment en France. J'ai pas le temps de vous parler de toutes ces études-là, mais j'ai choisi l'étude Harmonie, qui est une étude multicentrique qui a été menée en France, en Allemagne et en Angleterre, et qui a finalement intégré environ 8000 bébés, 4000 bébés dans chaque groupe, avec des caractéristiques de population qui étaient très semblables dans les 2 groupes. Et ils ont bien montré qu'il y avait une diminution de 83% d'hospitalisation pour bronchiolite à VRS chez les enfants de moins de 6 mois, d'autant plus quand les enfants avaient moins de 3 mois, avec une diminution de 90%, et que cet effet-là, il était aussi visible sur le caractère sévère de la bronchiolite. Donc, dans les critères sévères, c'est le fait de recourir à une oxygénothérapie, de recourir à une hydratation intraveineuse, bien sûr, d'être hospitalisé en soins intensifs ou réanimation, et les décès. Et la semaine dernière avait lieu le congrès européen de pathologie infectieuse pédiatrique, et ils ont pu montrer leurs données consolidées en montrant qu'on avait toujours cette efficacité, même à 6 mois de l'injection du nirsevimab, et qu'on avait également une incidence sur les bronchiolites hospitalisées pour toutes causes confondues autres que le VRS. Il y a d'autres études en vie réelle qui ont été montrées, qui sont intéressantes, notamment cette étude qui est bien connue, qui est parue dans le Lancet, une étude espagnole. En fait, dans certaines régions d'Espagne, ils ont vraiment implémenté la prévention par le nirsevimab. Et vous voyez qu'ils ont un taux de couverture très important, notamment en Galice, avec 90% des enfants qui sont nés en période épidémique qui ont bénéficié de cette injection, et aussi 90% des enfants qui sont nés dans les mois qui ont précédé la saison épidémique. Et vous pouvez voir sur les graphes, donc la courbe orange tout en bas, c'est la saison 2023-2024, la première saison d'implémentation du nirsevimab, où là, on avait plutôt un VRS-A qui circulait.
Et on voit donc avec les petites marches d'escalier orange, c'est plutôt la saison 2024-2025 où on a finalement la même efficacité, alors même que c'était plutôt un VRSB qui circulait et qu'on avait aussi une très forte circulation virale à ce moment-là. Et ça se revoit d'ailleurs sur les autres classes d'âge qui n'ont pas pu bénéficier du nirsevimab, avec un taux d'hospitalisation qui était même plus important par rapport à d'autres certaines années. Il y a des études aussi françaises, par chauvinisme, je vous les montre aussi, qui étaient très intéressantes, notamment l'étude Oursine qui reprenait l'impact du nirsevimab sur les passages aux urgences pédiatriques et qui montrait qu'il y avait une diminution de 90% sur les passages aux urgences pour une première bronchiolite AVRS et également sur les hospitalisations. L'impact, il est aussi visible sur la gestion des bronchiolites en ambulatoire sur les 2 années consécutives. Et donc, comme on le disait, également en France, on a eu plutôt du VRSB l'hiver dernier, avec toujours une efficacité. Et ce qui est intéressant dans ce même réseau, le réseau Paris qui inclut 120 pédiatres, ils ont vu une diminution aussi du diagnostic d'otite moyenne aiguë de 33% chez les moins de 6 mois en parallèle. Donc, déjà un bon hiver, un meilleur hiver que les autres en 2023-2024. Puis après est arrivée la Brisevaux. La Brisevaux a la même cible que le nirsevimab. Donc c'est un vaccin qui est bivalent contre le VRSA et le VRSB. Sous sa forme de préfusion également. Il n'y a pas d'adjuvant. C'est un vaccin qui a eu l'AMM en août 2023 et qui a été recommandé à partir d'août 2024. Et le principe, c'est la même chose que le nirsevimab là-dessus, c'est avoir une immunisation passive, mais cette fois-ci, grâce à un transfert transplacentaire des anticorps produits par la maman suite à la vaccination qui a lieu sur les études Princeps entre 24 et 36 semaines d'aménorrhée. Et ce vaccin, on le notifie du coup dans la partie sortie de maternité dans le carnet de santé. Donc, les recommandations, elles se basaient surtout sur cette grosse étude de phase 3 en double aveugle qui avait inclus 18 pays, où il y avait, vous voyez, plus de 3600 couples mère-enfant dont la maman avait été vaccinée contre 3600 mères avec placebo. Alors attention, c'était des mamans qui n'avaient pas d'immunodépression. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude. Il y a une étude en cours chez des mamans qui vivent avec le VIH dont les résultats ne sont pas encore accessibles. Et c'était des grossesses également simples, les grossesses multiples étant plus à risque de prématurité. Ils n'ont pas été inclus dans cette étude. Et il montrait que vacciner la maman permettait de diminuer de 57% le risque de faire une bronchiolite AVRS dans les 3 mois qui suivaient la naissance, et surtout diminuer de 80% le fait de faire une bronchiolite sévère AVRS dans les 3 mois qui suivent la naissance et de 70% dans les 6 mois qui suivent la naissance. Pareil, on a aussi des études en vie réelle qui ont été discutées la semaine dernière à l'ESPID. Si ça vous intéresse, il y a 2 grosses études, Matisse et Berny. Je vais plutôt vous parler de Berny. En fait, en Argentine, c'est le premier pays à avoir vraiment reposé leur stratégie de prévention sur la vaccination maternelle. Et ils ont regardé, en fait, l'hiver, pour leur saison épidémique, les enfants qui avaient été hospitalisés pour bronchiolite, ceux qui avaient des PCR positives à VRS, ceux qui avaient des PCR négatives pour le VRS. Et au-delà de ça, ils ont regardé qui avait eu une immunisation passive grâce à la vaccination maternelle. Ils considéraient que les enfants étaient immunisés si la maman avait eu l'injection entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée et s'il y avait bien eu un délai de 14 jours minimum entre l'injection et la naissance. Et ça inclut finalement 500 nourrissons. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait que 17% des bébés qui a été hospitalisé pour une bronchiolite AVRS qui avaient pu bénéficier d'une immunisation passive
par vaccination maternelle, alors qu'on retrouvait un taux de 50% d'immunisation passive chez les bébés qui étaient hospitalisés pour une bronchiolite autre que VRS, qui permet de montrer une efficacité de 78% contre une hospitalisation pour les 0 à 3 mois, 70 pour les 0-6 mois, et puis aussi une belle efficacité sur le risque de faire une bronchiolite sévère. Et euh, en plus, dans cette étude de vie réelle, il n'y avait pas plus de naissances prématurées chez les mamans qui avaient reçu la vaccination. Quand vacciner, en fait, on va le voir tout à l'heure, mais les recommandations HAS, elles proposent une vaccination, hem, vraiment au tout début de la période épidémique ou quelques semaines, avant. Il y a des équipes qui se sont, posées, la question de la justesse de ces recommandations et notamment, l'équipe de Robert Cohen, avec des simulations, propose de vacciner plutôt, en fait, entre mai et janvier, et que d'appliquer plutôt ces vaccinations plus précocement permettrait de gagner encore de 13% le risque d'hospitalisation chez les nourrissons qui traversent leur première saison épidémique par la suite. Donc l'Abrysvo, la couverture vaccinale n'était pas terrible pour une première année. Euh, Vous voyez, un quart des mamans qui étaient concernées ont été vaccinées, mais il y a un vrai gradient ouest-est où ça a mieux pris finalement en Bretagne. En Ille-et-Vilaine, vous voyez, 44% des mamans qui étaient éligibles ont été vaccinées. C'est surtout les médecins généralistes et les gynécos qui proposaient une vaccination. Et surtout, pendant la saison épidémique, ils ont étendu la prescription et la possibilité d'injecter aussi aux infirmiers et aux pharmaciens, ce qui a peut-être aussi permis d'accélérer certaines ou d'avoir un autre dynamisme dans certaines régions françaises. Ça, c'est pour la couverture par le nirsevimab. 75% des enfants qui sont nés entre le 15 septembre et le 1er janvier qui étaient éligibles au nirsevimab ont bénéficié de cette injection. Mais par contre, vous voyez que les enfants qui sont nés avant la saison épidémique et qui pourtant traversaient leur première euh, saison AVRS, il y avait une couverture qui était que de 50%. Donc, on peut encore travailler là-dessus. Grâce à ces deux armes, vous voyez qu'on a passé un hiver quand même un peu mieux que les années précédentes. Alors, la grippe est passée par là, donc ça nous a embêtés. Mais en tout cas, pour le VRS, on a retrouvé des taux qui étaient similaires aux années précédentes avant le Covid. Et par contre, l'épidémie était plus courte que de 8 semaines et de plus faible intensité. Et c'est des chiffres qu'on retrouve bien dans les données au secours pour tous les enfants qui sont nés, qui avaient moins de 6 mois, que ce soit pour les hospitalisations et les hospitalisations en réanimation. Et par contre, pour les plus âgés, c'est un peu plus compliqué. L'Abrysvo ou le Beyfortus, ça c'est la question à 1 million d'euros, pour laquelle il n'y a pas de... en tout cas, l'HAS ne s'est pas positionnée l'année dernière. Peut-être qu'avec les recommandations cette année, ça va changer. Finalement, en fait, tout dépend de l'âge de l'enfant au début de la circulation du VRS. L'avantage, c'est on voit qu'on a deux produits qui sont disponibles avec des études en vie réelle qui montrent que c'est efficace et sécure. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que on peut proposer les vaccinations maternelles pour les bébés qui vont naître pendant la période épidémique et surtout ne pas oublier par contre de protéger les bébés qui sont nés bien avant avec le Beyfortus. Alors, pas de différence. En tout cas, il y a une étude la semaine dernière qui n'est pas une étude encore tout à fait terminée et où ils ont regardé en fait les régions où le nirsevimab avait été bien implémenté et comparé par rapport à un pays où ils ont plutôt axé sur la prévention vaccinale des mamans. Et sur la Galice, vous voyez qu'il y avait 90% de couverture immunitaire avec le nirsevimab. Il y avait une diminution de 70% d'hospitalisation pour les moins d'1 an pour les bronchiolites AVRS, alors qu'en Angleterre,
où ils ont misé sur la vaccination maternelle, il y avait une diminution de 25 des hospitalisations. Après, la couverture vaccinale maternelle était entre 60 et 70 donc on n'a pas le même point de départ non plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre les données consolidées avant de conclure. Je vous ai remis quand est-ce qu'il faut qu'on privilégie le Beyfortus? C'est les enfants entre 6 et 12 mois pendant la saison épidémique, les nouveau-nés qui sont nés prématurés, puisque pour le coup, il n'y a pas d'étude d'efficacité de l'Evriso pour ces patients-là. S'il y a un intervalle de moins de 14 jours entre la vaccination maternelle et la naissance, on n'a pas encore non plus le profil de sécurité chez les mamans qui ont une deuxième grossesse avec de l'Abrysvo. Il y a des études qui sont en cours. Et de la même manière, pour les femmes immunodéprimées, on n'a pas encore d'études, mais je vous ai dit, pour les mères qui vivent avec le VIH, il y a une étude en cours dont on n'a pas les résultats. Donc, gros effort à faire pour les enfants qui vivent, qui ont entre 6 et 12 mois, sans oublier bien sûr les, les autres actions, se laver les mains, et cetera. En pratique, là, les enfants, ils sortent déjà de maternité avec une ordonnance qui est préfaite pour l'avoir au moment de la saison épidémique. Donc, les 2 produits, l'Abrysvo en pratique chez les femmes entre 32 et 36 semaines, pas immunodéprimées et les grossesses multiples exclues. Quand en si on se base sur les recommandations de l'année dernière, ça a débuté fin août, début septembre, mais vous voyez qu'il y a des études qui recommanderaient de débuter, un petit peu avant. On peut le faire sans souci en même temps que la vaccination contre la grippe et le Covid-19. Par contre, il faut respecter un délai de 15 jours avec le vaccin contre la coqueluche et les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les pharmaciens peuvent prescrire et injecter, l'Abrysvo. Et surtout, il coûte 170 €. Tout est remboursé à 100% dans le cadre de la grossesse. Et en face, vous avez le Nirsevimab qui concerne tous les nourrissons de moins d'un an qui vont traverser leur première saison de VRS, donc ceux qui naissent à partir du 6 février précisément 2025. Et toute la question qu'on se pose dans le réseau de la petite enfance, c'est les enfants qui vont traverser leur deuxième saison épidémique et qui sont pourtant à risque de faire une infection grave à VRS. Les recommandations européennes, elles, disent de recommander le Nirsevimab et pas le Synagis, mais ce n'est pas encore le cas en France. Donc, vous pouvez le prescrire, mais ça ne sera pas remboursé. Et pour ces enfants-là, c'est 2 injections de 100 mg. Donc, 400 € l'injection, 800 € au total pour un enfant. C'est toute la question en fait qui va suivre enfin qu'on attend en tout cas en pédiatrie. Qui peut le prescrire? Les médecins, les sages-femmes et les injecter bien sûr. Et par contre sur prescription, les infirmiers et la PMI. Comme ce sont des immunoglobulines, les pharmaciens pour l'instant n'ont pas eu l'autorisation de le faire. Voilà, et je pense que j'ai peut-être pas le temps de parler du calendrier vaccinal, mais je vous invite à regarder le site Infovac qui est très bien fait, notamment pour les recos, vaccins, rotavirus, etc.